Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Dans un instant, la une des journaux avec Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous Nadège Duan, bonjour à vous chers amis internautes. À la une des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national ce matin, nous avons la passation de charge à la plus haute juridiction constitutionnelle. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle a été officiellement installée vendredi dernier au siège de l'institution. Nous avons la révision du code électoral à l'Assemblée nationale. Nous avons l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables, les débiteurs de la Société béninoise d'énergie électrique qui sont sommés de payer leurs dettes. Et les canards évoquent unanimement ce matin une symbiose entre la Société Bénin Contrôle et la douane béninoise. Dans un instant, donc, la une des journaux avec vous. Le bulletin matinal d'information sera présenté par Scholastique. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu, la répression du non-respect de l'obligation du port de casque, de ceinture de sécurité et immatriculation de motos dans le département du Bogou. Le Bénin a célébré à l'instar des autres pays la journée mondiale de l'océan. La vente de l'essence frelatée est interdite au Bénin, ça on le savait déjà, mais on ne sait pas pourquoi la polémique s'enfle par rapport à ce sujet. Nous ferons donc le débat sur cette actualité. Nous parlerons également de la SB2E qui veut recouvrer ses créances. Nous y reviendrons dans un instant. Dans les sports, foot, assemblée générale élective à la Fédération béninoise de foot. Les commissions électorales et de recours sont officiellement installées depuis le vendredi dernier au siège de la FBF du côté de Porto Novo. Bonjour à tous, bienvenue. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, l'informateur pour démarrer ce matin qui affiche d'ailleurs ce matin en manchette justice de cruciaux dossiers bientôt en procès, toujours avec le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur. Invité sur l'émission Carte sur table ce dimanche, Marcelin Laro vante les prouesses du programme de vérification d'importation actuel. Nous restons avec l'informateur toujours en pèlerinage sur la terre sainte de l'islam. El Hajj Daouda Lawal prie pour la santé du chef de l'État Patrice Talon et pour la paix et la stabilité du Bénin. Les pharaons, Cour constitutionnelle, une ère de réforme au service du développement. Toujours avec les pharaons, deuxième titre à la une. Engagement politique, ces femmes d'exception qui ont quitté le devant de la scène politique. Ali a découvert, comme vous pouvez le voir, Rikat Madougou, Naomi Azaria et Christelle Roudonoubo. L'événement précis, déblocage de fonds pour l'achèvement du chantier de l'hôpital de zone de Savet. Talon sauve un éléphant blanc de Thomas Boniaï, du régime de Thomas Boniaï. Le président Patrice Talon est le bon samaritain pour les populations de Savet, selon Maître Kenkwe Paulin Akponan, acteur politique. Le régime de la rupture pose un acte social de grande portée et sauve les populations de Savet, rapporte l'événement précis ce matin. Le challenge production cotonnière 2017-2018, Talon sort le Bénin de la longue nuit noire des contre-performances, près de 6000 tonnes, 3e pays en Afrique, titre le Canard en manchette. Nous restons avec le challenge, passation de service à la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenou et les nouveaux sages s'installent. La presse du jour, révision du code électoral en vigueur au Bénin. Le Parlement ouvre une large consultation le 13 juin prochain. Toujours avec la presse du jour. Affaire Granit de Norvège, Didier Tonato bientôt devant le Parlement pour s'expliquer les 4 vérités. Prise de pouvoir comme président de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou va réformer l'institution et lui donner sa vraie valeur, estime le confrère de les 4 vérités. Le matinal à la tête de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou insiste sur le devoir d'ingratitude. Robert Dossou et Bastien Salami, préserver l'État. Rester intègre, toujours avec le défi de génération, utilisation des sachets plastiques non biodégradables. Après la sensibilisation, place à la répression. La nation, 6e mandature de la Cour constitutionnelle, Joseph Diogbenou et son équipe déjà en fonction. Toujours avec le quotidien national d'information, signature d'accord entre la SNV et des acteurs non étatiques, garantir l'assainissement et une gestion durable des ressources de l'eau. Nous passons au quotidien L'Indépendant qui affiche ce matin en manchette opération coup de poing de recouvrement dès lundi prochain. La SBE envisage des poursuites judiciaires contre ses débiteurs insolvables. Toujours avec L'Indépendant, remaniement ministériel, sévèrement que nomme ou la détermination de Talon d'éradiquer la corruption et la délinquance fiscale.
Nouvelle expression, création de l'Agence nationale d'identification des personnes, le gouvernement soucieux de sécuriser le volet état civil. Toujours avec le quotidien Nouvelle expression, mise en service du bâtiment administratif de l'arrondissement de Sodo-Roumain, le maire Atropo fait œuvre utile. La dépêche, vote du nouveau code de procédure pénale, un code pénal qui étrangle. Nous passons à la priorité, cour constitutionnelle, la 6e mandature, les assurances de Djogwenou pour recadrer l'institution. Toujours avec la priorité, pour avoir fait payer la scolarité à une apprenante transférée au CG1 Calavi, la directrice relevée de ses fonctions. Jack Pata, code pénal en République du Bénin, Parlement et gouvernement de la rupture, même combat. Toujours avec Jack Pata, journée nationale de l'arbre 2018, Rotary Club Cotonou, doyen RCC, doyen a célébré l'événement à Cotonou. Libération, vision de Patrice Talon pour la Cour constitutionnelle, corriger les erreurs du passé et protéger la démocratie. Toujours avec le quotidien Libération, code électoral, bientôt un séminaire national pour échanger sur la réforme. Point média, gouvernance actuelle, Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, dénonce la cachotterie autour des projets de loi et siffle la fin de la polémique autour du chaos de 2011. Nous passons au quotidien Notre Époque, créance d'électricité de la SBE, le recouvrement forcé annoncé. Toujours avec Notre Époque, vote de la loi sur les archives au Bénin, le plaidoyer du vice-président de l'ADADB, Charmel Dossou, à découvrir dans les colonnes du journal à la page 3 de l'apparition du jour de Notre Époque. Nord-Sud quotidien, 6e mandature de la Cour constitutionnelle, Talon met les sages devant les responsabilités. Viol sur mineur, 10 ans de réclusion criminelle pour Boniface Daignon. Nous passons au quotidien Soleil Bénin Info qui titre ce matin en manchette: après la cérémonie de prestation de leur serment marquant le démarrage de la 6e mandature, les sages de la Cour face à leurs responsabilités. Le chef de l'État les invite à corriger les erreurs de l'équipe de Théodore Olo. Toujours avec le Soleil Bénin Info, en pèlerinage à la Mecque, El Hadj Daouda Lawal prie pour Talon et le Bénin. Matin libre, Cour constitutionnelle, Joseph Djogwenou pour conduire une mandature atypique. Toujours avec Matin libre, pour viol sur son écolière de 10 ans à Banikwara, 10 ans de prison pour un directeur d'école. Le Béninois libéré, nous restons avec le Béninois libéré pour mettre un thème à la une des parutions de ce jour, législative 2019, réussite des forces unies du Nord autour de la rupture. Talon brise le bec à Saka Lafia. Venkabal contre Martial Arou. Le PVI sous Talon n'est pas celui sous Boniaï. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Nous aurons la revue de presse aujourd'hui. Nous aurons dès mercredi. Dès mercredi prochain, la revue de presse reprend donc sur Esaü TV. Le rendez-vous est pris avec Kader Achirou. Ce sera à partir de 10h, donc dès mercredi prochain sur Esaü TV. Nous passons donc au condensé de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Scholastique Azuma. Bonjour à tous. À l'instar de Cotonou, Parakou et le département du Bogou en général entrent dans la danse. La répression du non-respect de l'obligation de port de casque, de ceinture de sécurité et immatriculation de moto dans ce département démarre ce lundi 11 juin. L'objectif de cette opération est d'œuvrer pour la réduction des accidents de la route. À cet effet, le directeur départemental de la police républicaine, Pacom Anato, a affirmé que la répression des infractions liées au code de la route a déjà commencé sur les axes routiers Parakou-Tchaourou et Parakou-Ndali. Ceux qui n'auraient pas respecté ces prescriptions se verront interpellés par la police républicaine, appelés à payer des amendes et pénalités à la réception de Parakou suivant un procès verbal. Revenir avec leur casque dans les unités qui les auraient interpellés pour payer les frais de fourrière avant de retirer leurs engins, a-t-il ajouté. L'Institut de recherche halieutique et océanologique du Bénin a organisé une sortie pédagogique sur le site La Bouche du Roi de Grand Popo. Une sortie qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'océan le 8 juin. Rendons propre notre océan est le thème sur lequel les élèves de plusieurs collèges de Cotonou et Grand Popo ont été entretenus tout au long de la journée. Suivons un extrait des exposés donnés à cette occasion. C'est vous et nous qui avons jeté ça là. C'est vous et nous qui avons jeté ça. Donc, il faut que nous essayions d'avoir des comportements citoyens, comme on le dit. Les ordures, pour les jeter. Tout à l'heure, vous avez mangé, disons, le sandwich là-bas, et les gens ont commencé par jeter par terre, ils laissent seulement, ça tombe. Et on a dit, ah, attention, il faut ramasser.
Parce que dès que ça tombe, ça se retrouve dans la mer, par les chenaux, par le canal là, ça se retrouve dans la mer. Donc il faut adopter un comportement citoyen. Ne dites pas parce que vous êtes allé déjà à Comé, ou bien vous êtes allé à Cotonou, ou bien vous êtes allé à Malanville, ou bien à Kandi, vous dites que ah non, ici là, moi je ne pollue pas la mer. Vous polluez bien la mer. Parce que si vous jetez des ordures là-bas, des sachets plastiques que vous jetez, ça rentre ça dans les cours d'eau par les eaux de ruissellement. Et après quand les eaux descendent jusqu'à Cotonou, par le lac Nokoué, et du lac Nokoué, ça transite directement, ça va en mer. Donc il faut que nous essayions d'adopter un comportement citoyen. Vous qui êtes jeunes, pourquoi on s'est rapproché de vous, on a fait descendre quand même l'information à votre niveau pour que déjà vous puissiez commencer par faire, la sensibilisation autour de vous, par ce que vous dites d'abord et par votre comportement. Parce que vous-même, si vous dites de ne pas jeter, que vous jetez là, tout de suite là on voit que non, mais il est en train de mentir, ce n'est pas vrai. Donc il faut que vous essayez de commencer par vraiment éduquer autour de vous, que les gens sachent qu'il ne faut pas jeter les sachets en mer. Vous savez que la pollution en mer, ça joue sur l'écosystème. L'écosystème, c'est-à-dire en général tout ce qui est dedans comme ressources, ça joue sur ces ressources-là. Disons ce que vous pouvez voir tout de suite, on peut parler des tortues, parce que les tortues ont l'habitude de manger les méduses. Et quand vous prenez un sachet blanc qui est dans la mer, qui est tombé dans la mer, et que l'eau rentre dedans, ça forme une boule comme ça. Et c'est comme, ça ressemble à du méduse. Dès que la tortue voit ça là, la tortue mange. Quand la tortue mange ça là, la tortue tombe malade parce qu'il y a des problèmes d'occlusion, tout ça là. Et si le sachet était pollué, tout de suite, la tortue peut mourir. Et non seulement ça, il y a les poissons aussi qui sont dedans. Les poissons, dès que les poissons vont pondre leurs œufs dans un sachet, ça veut dire que les œufs là ne peuvent pas s'éclore. Si les œufs ne s'éclorent pas, ça veut dire qu'il y a d'abord la taille de la population qui diminue. Les populations du village de Tchonvi souffrent le martyre. Pour faciliter la circulation entre le dit village et celui de Sekandi, séparer un lac, un pont en bois a été érigé sur le dit lac sous l'ancien maire Mathias Bédan en 2013. Mais aujourd'hui, cette infrastructure est dans un état de dégradation avancé, exposant les usagers au pire. Des personnes sont déjà tombées dans l'eau. Plusieurs fois se désolent les populations rencontrées sur le pont. De leur côté, les autorités refusent de se prononcer sur la question. À noter que ce pont permet d'éviter de contourner le village d'Ekpe, PK10, avant de venir à Sekandi. En République démocratique du Congo, l'accord de coopération militaire et technique entre la RDC et la Russie, qui peine à être appliqué depuis 19 ans, a de nouveau été adopté par les députés. Une adoption qui survient au lendemain de la visite à Kinshasa du vice-président russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Cet accord prévoit la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et autres équipements spécifiques, des missions de conseil ou encore la formation de spécialistes militaires dans les écoles russes. La Russie ne cache pas aussi à terme ses ambitions pour le secteur des mines, des énergies et de l'agriculture. Notons qu'à la signature de cet accord en 1999 par Kabila père, il avait été perçu comme un défi. Nadège, c'est tout pour ce déjeuner matinal. Merci à vous, déjeuner matinal avec Scholastique Azoma, il faut le faire. Merci à vous pour la présentation. Nous allons prendre rendez-vous pour la grande édition du journal prévu pour 19h sur Zawi TV. Carles Kittomé, vous nous rejoignez pour le débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, nous parlons donc de l'interdiction de la vente de l'essence frelatée. Donc, le débat se fait dans les ménages de plus en plus. On se demande à quel sein se vouer si effectivement on arrivait à interdire donc la vente de l'essence frelatée. Carles Kittomé, bonjour. Bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Il est vrai que depuis quelques jours, c'est le sujet phare, non seulement dans les ménages, mais à tous les points où se vend le carburant dans les rues. Et même partout, on peut voir des automobilistes et des motocyclistes béninois. Et la question se justifie parce que ça fait quand même plus de 30 ans
que le Bénin essaye de lutter contre l'essence de contrebande, que le Bénin essaye d'éliminer en fait ce système. Sinon, oui, c'est un système commercial qui s'est mis en place à la suite de, disons, l'échec de la SONACOP, la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, qui à un moment donné n'avait pas suffisamment d'étendue sur le territoire national pour desservir tous les recoins et qui n'avait pas non plus suffisamment d'approvisionnement pour satisfaire les demandes béninoises. Et donc, toutes les populations qui habitaient dans la zone frontalière du Nigeria, frontalière entre le Bénin et le Nigeria, avaient commencé à aller s'approvisionner directement en carburant au Nigeria, un carburant qui leur revenait d'ailleurs moins cher que ce qui se vendait de façon officielle au Bénin. Et ayant découvert ainsi une filière commerciale, ça s'est généralisé. Et puis aujourd'hui, le carburant de contrebande a pris quand même tellement d'ampleur qu'il dépasse beaucoup de très loin ce qui se vend dans le circuit normal. Et pendant 30 ans, l'État béninois a voulu réglementer ce commerce. C'est vrai, les gens ont été arrêtés, les gens ont fait la prison. Mais c'est un commerce qui s'est installé, qui a pris de l'ampleur. Et quand on se rappelle également la crise de la SONACOP, la liquidation de la SONACOP juste avant 2006, qui avait créé des problèmes et qui a conduit l'honorable Gbagbo en prison à un moment donné, cette affaire entre la SONACOP et la Continental Bank, on se rappelle qu'il y avait une vraie pénurie de carburant, ce qui a fait qu'aujourd'hui, n'importe quel Béninois, quand il est en mal de ressources financières, la première activité à laquelle on pense, c'est la vente du carburant. Et on voit des gens qui se promènent avec des bassines sur la tête remplies de pétrole. Donc aujourd'hui, c'est tellement ancré même dans le chromosome des Béninois, ce commerce. Et quand l'État béninois décide de mettre fin à ce commerce, on a vu au début du mandat du président Boni Yayi, il avait été proposé un système à tous ceux qui étaient dans l'informel de se reconstituer pour aller installer des mini-stations. C'est une proposition qui a été faite mais qui n'avait pas prospéré dans la mesure où on avait parlé de 10 millions de francs pour avoir une mini-station à une pompe. Mais quand les gens se sont engagés dans la démarche, il fallait plus de 15 millions pour le faire, ce qui a fait reculer plus de personnes. Et aujourd'hui, ce problème revient sur le tapis, mais d'une autre façon. Aujourd'hui, il y a la répression. C'est vrai que nous avons observé depuis 2 ans que ce gouvernement est en place, qu'il y a eu la construction de quelques stations. Mais quand vous prenez l'As, Cotonou et Ilakondi, je crois que quand vous avez dépassé par où, il vous est difficile d'avoir du carburant avant d'arriver à Ilakondi. Mais à Cotonou, parfois c'est compliqué. Ils ne sont même pas, quand vous êtes dans les stations, il n'y a pas la disponibilité. Non, ce qui fait une sacrée distance. Et maintenant, à Cotonou, les stations ne sont pas, il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas partout. Quand il y en a, il n'y a pas suffisamment de pompes. Et puis les stations ne sont pas suffisamment approvisionnées. Et les pompistes ne sont pas aussi rapides que les vendeurs qui sont les vendeuses au bord des voies. Les pompistes, ils prennent tout le temps, ils sont assis dans leur bureau et quand vous klaxonnez, ils mettent tout le temps pour venir vous servir. Ils n'ont pas l'habitude de travailler, ils ont l'habitude de rester là, regarder la télévision ou à manipuler leur smartphone. Donc quand un client vient dans une station, c'est une surprise. Ça les énerve presque. C'est une surprise et quand c'est à la SONACOP, ça les énerve. Ils sont même prêts de vous renvoyer. Donc, vous voyez, ils disent même aux gens, les bonnes dames vous servent très rapidement. Ils disent même, pour des questions de reliquats, ils peuvent dire de partir parce qu'il n'y a pas de petites pièces et tout. Donc, c'est un phénomène qui est vraiment ancré. Et aujourd'hui, qu'on veut lutter contre ça, je crois que l'État a pris la mesure du problème avant de s'engager. Parce que quand on va commencer à réprimer cela, si on ne trouve pas un palliatif, c'est le peuple qui va en souffrir. Ça risque d'être le premier quoi si on ne sait pas faire. Ça peut créer une crise, une véritable crise dans ce pays. Donc je crois que c'est comme du lait sur le feu qu'il faut surveiller de près. L'État doit être prêt à régresser à tout moment pour rééquilibrer. Sinon, je pense que c'est Et moi, je pense que l'idéal aurait été quand même de voir un peu les acteurs dans le système, de discuter avec eux. Nous espérons qu'avant que la phase répressive ne commence véritablement, l'État va mettre en place certains autres systèmes. Sinon, parce que si les acteurs du système adhèrent vraiment à cela, ça va être très facile. Parce qu'au niveau des associations, ils peuvent toujours conscientiser. C'est vrai que le roi Oloye est sorti récemment de prison et peut-être qu'il va sensibiliser les siens, mais ça ne résoudra pas le problème. Tant que les gens ne pourront pas s'approvisionner facilement et partout, je crois qu'il y aura une parce qu'il y a des problèmes d'emploi dans le pays. Disons-le concrètement, ils n'ont pas de grand niveau, ils ne peuvent pas dans les administrations travailler, ils ne peuvent pas faire de concours, mais ils deviennent quoi? Je crois que le plus gros problème du Bénin, c'est le carburant, je crois. Je me permets de le dire. Je crois que c'est le plus gros problème du Bénin. Et quand on aura réussi vraiment à résoudre ce problème, je crois que le président Talon aura tout réussi. Du courage, parce que ce n'est pas toujours évident. Kader Achirou, votre avis? Je ne sais pas ce qui affole les uns les autres en ce qui concerne, depuis que ce code pénal quand même a été voté et qu'il contient quand même ou comporte
une disposition qui interdit la vente de l'essence frelato, de l'essence de contrebande sur toute l'étendue du territoire national. Je pense que dans aucun pays sérieux, dans aucun pays quand même qui respecte les standards internationaux, pourrait quand même libéraliser la vente de l'informel, c'est-à-dire la vente de l'essence frelatée ou de l'essence de contrebande. Et il faut quand même souligner par le passage que les gouvernements successifs qui se sont succédés ont quand même fait de cette lutte quand même leur cheval de bataille. Kérékou l'a fait, Soglo l'a fait, Boni Yahi aussi en a fait et Patrice Talon aussi en a fait à l'entame de son mandat ou de son quinquennat. Donc je dirais que l'information n'est pas là. Je pense qu'il faut beaucoup plus aller du côté des dirigeants pour voir un peu quelle est la dynamique dans laquelle ils s'inscrivent pour pouvoir peut-être mettre petit à petit dans la tête des Béninois comment il faut leur ôter l'habitude de prendre l'essence Payor, mais d'aller à la station. Parce que n'oublions pas que dès que ça devient une habitude, ça devient une seconde nature. Et dès que c'est la seconde nature, on peut avoir une station-service en face de chez soi. On aura peut-être l'habitude d'aller prendre sur le Payor parce qu'on va se dire que c'est plus agréable, c'est moins cher. Et il faut noter également qu'on ne peut pas peut-être prendre le cas de la Sonacop qui, nous savons aujourd'hui avec l'exemple à quoi nous assistons aujourd'hui en ce qui concerne le public où ils n'ont pas une véritable qualité de service, nous ne pouvons pas en faire une généralité. Dans les stations privées, je pense que le service est autre. Il y a quand même un certain accueil qui est quand même offert aux clients parce qu'on estime qu'il n'y en a pas tellement et il faut quand même en accueillir agréablement pour que le patron puisse avoir de bons retours pour obtenir son salaire à la fin du mois. Donc je pense qu'au niveau de cette vente d'essence, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront faites. Et je pense que le gouvernement a déjà entamé, vous allez voir que déjà à l'entame du régime de Patrice Talon, je ne vais pas peut-être nommer cette structure, mais qui a commencé par installer ces stations un peu partout dans le pays. J'ai été dans le septentrion, j'ai été surpris de voir également cette station installée, même sur la chaussée, même de part et d'autre, même quand il n'y avait même aucune agglomération, on était en train de construire des stations à ce niveau. Donc je pense que du moment qu'il est à la législation et que les stations sont en train d'être construites, on attend peut-être un quadrillage total du territoire national avant de couper les vivres à cela. Maintenant, il y a la question du chômage qui reste en exergue. Il y a également cette question que cette activité quand même nourrit des personnes. Mais il ne faut pas oublier également les dégâts que cette vente quand même cause. Par le passé, on a eu à l'eau ce grand incendie qui aurait peut-être fait... On a reçu le président de l'association, il a dit que c'était des dommages collatéraux. Et qu'en réalité, dans même votre secteur d'activité qui suit à la télé, qu'il y a des journalistes qui meurent tout le temps quand ils sont sur les terrains et que dans chaque métier, il y a forcément, chaque métier comporte des risques. Je pense que depuis que je suis au Bénin, je n'ai pas encore appris qu'il y a un studio télé qui a pris feu. Je pense que il y a des studios radio qui ont pris feu. Donc notre métier, un métier à risque aussi. C'est pour dire que tous les métiers, dans tous les métiers, il y a des risques. Même notre métier de journalisme, on peut être ici, maintenant on a des lumières sur le plateau. Je pense qu'on ne peut pas prendre la chose dans la même mesure parce que... Non, je vous explique juste, je ne prends pas de cette mesure-là, mais je vous dis ce qu'il a dit. Je répète simplement ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit, mais lorsque je vois un jeune homme au volant avec des bidons d'essence à côté de lui et qu'il conduit et que je le vois, il dit qu'il est chauffeur, qu'il conduit de l'essence, j'ai peur pour lui. Vous savez que dans le même temps que le frelaté fait beaucoup de dégâts, le frelaté a permis à des personnes d'envoyer leurs enfants à l'école jusqu'au niveau master. Donc dans le même temps où il y a eu beaucoup de dégâts qui ont été enregistrés, il y a eu également beaucoup de choses qui ont été faites pour nourrir des familles. Comme l'indique son nom, frelaté ou de contrebande, c'est l'essence qui est introduite frauduleusement dans le pays, qui est vendue moins cher et qui vise peut-être à servir ou peut-être à nourrir beaucoup de personnes. Parce que tout ce qui est frelaté, c'est comme cette affaire de médicaments falsifiés. C'est également la même chose. Et je pense que ce à quoi le gouvernement doit beaucoup plus s'atteler aujourd'hui, c'est de combattre ces promoteurs de stations-service qui vont prendre l'essence frelatée là pour verser. L'essence frelatée, ça a été démontré que ce n'est pas forcément de l'essence, c'est juste que c'est le circuit. Au-delà du circuit, il y a le transport et beaucoup d'autres choses. Voilà. Et je dis pas que l'essence est gâtée, que ça casse vos motos. Vous prenez tout le temps l'essence frelatée, donc on voit de l'eau dedans parfois. On voit de l'eau dedans. Je pense qu'en tant que le président Boni Yahi avait entamé cette lutte, il faut noter qu'on avait constaté, on avait déniché de grandes personnalités du pays qui étaient promoteurs de stations-service, mais qui, dans leur station de service, il n'y avait rien que de l'essence dite Payor. Il n'y avait pas de normes légales qui régissaient quand même une station. Et comme Carles l'a évoqué une fois ici, les dispositions sécuritaires qui doivent être prises en ce qui concerne les réserves pour ne pas que l'essence puisse fuiter, pour ne pas que l'essence puisse aller attaquer les couches d'ozone et autres, ou les couches qui sont perméables au niveau du sol, ne sont pas prises à telle enseigne qu'on ne met que l'essence dans le trou parce qu'on pense que c'est un puits et du coup on le met dedans et après, bonjour les dégâts, vous avez des maisons à côté qui vous disent que l'eau commence pas à
avoir l'odeur de l'essence. Vous avez des maisons à côté qui vous disent que dès qu'ils prennent leur eau, ils peuvent en dans faire les stations, quand il y a les stations à côté ou quand on prend l'essence frelatée? Exactement, les stations. Je parle des stations-service. Donc je pense qu'à leur niveau également, il y a quand même le ménage à faire de ce grand côté-là. ménage qui doit être fait Merci également. avocat. Le problème, c'est que parfois, même l'essence au bord de la voie coûte cher. Ça parfois 600, 700. Mais pourtant, les populations vont s'approvisionner. Non, mais il faut faire observer que généralement, l'essence au bord de la voie coûte moins cher. Mais dès qu'il y a une petite crise du côté du Nigeria, il y a une flambée de prix. Et l'essence au bord de la voie coûte parfois presque le double du prix à la pompe. Mais étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de pompes, les gens savent que pour aller à la pompe, il faut peut-être faire 2 heures, il faut faire 4 heures, il faut passer toute la journée pour se faire servir. Et parfois faire 4 heures pour qu'on vous dise après qu'il y a rupture de stock. Les gens préfèrent aller prendre cette essence qui est à 400 et quelques, à 1000 et quelques au bord de la voie pour pouvoir continuer à rouler. Et il y a un autre facteur. Beaucoup de personnes estiment que l'essence qui est vendue au bord de la voie respecte la mesure beaucoup plus que ce qu'il y a à la pompe. Parce qu'ils ont l'impression qu'à la pompe, il y a une petite tricherie qui fait que ce qu'on vous sert ne respecte pas forcément. Vous n'êtes jamais sûr. Voilà. Alors qu'au bord de la voie, c'est des bouteilles, même qu'il y ait des dépôts, que ce soit sale ou pas, les gens, dans leur tête, sont convaincus que la mesure est juste. Mais et aussi, les dépôts, on voit, mais à la station, on ne voit même pas parce que ça passe par... Non, mais de toute façon, la conservation est tellement bien faite et qu'avec les pompes, il est difficile qu'il y ait des déchets qui se déposent. Et il faut voir aujourd'hui, on est dans un contexte où on dit que si on surprend quelqu'un en train de vendre de l'essence de contrebande, cette personne sera obligée de payer le double. D'abord, on saisit la marchandise et la personne paye du double de la valeur de cette marchandise. Et quand cette valeur n'atteindra pas 100 000 francs, cette personne paiera au moins 100 000 francs. En plus de cela, toute personne surprise dans cette situation est passible d'une peine d'emprisonnement ferme. Et pourtant, ce matin, vous n'avez pas vu. Qui va de 3 mois à 3 ans. Et donc, vous voyez, c'est tellement corsé que je pense fondamentalement qu'il faut faire un travail de sensibilisation et qu'il faut essayer de résoudre le problème. Ces gens-là qui sont dans ce domaine, il y a des gens qui en ont fait leur vie, toute la famille, des familles entières. Mais c'est expliqué, l'éviter explique en fait que ce sont les transporteurs, les importateurs qui s'en sortent très bien. Mais les revendeurs ont vraiment du mal. Ça leur permet quand même de s'acheter leur pain. Oui, non, ils ont dit en fait que si on finit avec le secteur, eux n'auront pas vraiment de problème, mais c'est les petits revendeurs qui auront certainement beaucoup de mal à se faire parce qu'ils ont déjà quand même eu beaucoup de choses dans la vente. Je crois que c'est une question d'abord sociologique avant d'être économique. Et si on ne résout pas ça sur tous les plans, on risque de se planter, ce sera vraiment dommage pour notre pays. Je pense qu'en ce qui concerne le côté pénal, il faut dire que dans ce code pénal qui a été voté, il y a quand même beaucoup plus à faire, il y a beaucoup plus de plus préoccupant que ce à quoi on s'attelle aujourd'hui en ce qui concerne la vente de l'essence frelatée. C'est vrai que le législateur a permis ce qu'il a permis, il a prévu ce qu'il a prévu pour quand même essayer quand même de freiner un peu l'arrivée dans ce secteur. Et je pense qu'avant que le gouvernement en arrive à une lutte répressive totale, je pense que les moyens seront mis à contribution. Mais je pense qu'à côté, on a interdit dans ce nouveau code pénal que tout attroupement, armé ou non armé, est interdit. Et que désormais, il n'y a que les préfets qui ont la seule prérogative de pouvoir autoriser un attroupement et de qualifier cet attroupement ou pas. Je pense que c'est des questions de liberté d'expression qui s'expriment là. Et je pense que c'est à ce niveau-là... Vous allez voir que d'autres acteurs vont se lever. Je pense que c'est à ce niveau-là qui est beaucoup plus préoccupant que peut-être le pari. C'est le pari aussi est préoccupant. Mais je pense qu'à ce niveau-là... Si on est mécontent pour le pari, ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans la rue pour manifester son amertume contre cette législation qui a été effectuée. À moins qu'on y soit autorisé. À moins qu'on y soit autorisé ou carrément sur vous. C'était les deux options. On peut tirer sur vous, ce qui est encore dangereux au niveau des peines, on peut tirer sur tout le monde dans le pays. Dans les peines qu'on peut aller jusqu'à même vous exclure, vous expulser plutôt du territoire national et même vous retirer l'éligibilité. Si vous êtes béninois, on ne peut pas vous exclure de chez vous. Je suis désolé. Sans raison. Et puis on peut dire que on peut vous retirer l'éligibilité. Vous allez de vous envoyer en prison. Un béninois devient un béninois. Les députés sont toujours à l'Assemblée et puis après ils vont encore réviser les tests, on les connaît, ça va encore changer plus. Au Bénin, j'ai l'impression que ça va être un éternel recommencement. Parce qu'après on va voter, ça va passer, notre président viendra et d'autres députés seront là, ils vont encore revoir les tests et c'est reparti. Oui, c'est reparti encore, on va encore... J'ai vu un Zémidjon qui m'a raconté, qui m'a dit dans ce pays-là, il est déjà arrivé qu'on ait arrêté le maïs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Non, mais il m'a dit dans ce pays, on avait dit que on exigeait aux populations de ne pas moudre plus de 2 kilos au Bénin ici. C'est un vieux Zémidjon qui m'a dit, on exigeait aux populations de ne pas moudre plus de 2 kilos. Quand on dépassait 2 kilos,
vous avez des problèmes. Donc, ils ont déjà vu être arrêtés pour le maïs. Donc, ils savent déjà que tout est possible, mais que tout passe aussi. Merci. On vous parlera de la SB2E qui nous oblige à payer nos factures très rapidement. La SBE oblige ces débiteurs à payer leurs factures. Je pense que ce n'est pas de vous ni de moi. Il s'agit de ces sociétés privées qui, quand même, doivent des millions à la SBE et qui sont là, qui seront tapis peut-être dans l'opposition et qui pensent que dès qu'on va s'attaquer à elles, ces sociétés diront qu'il s'agit de l'acharnement. Je pense que c'est une bonne opération qui est engagée par la direction générale parce qu'il est temps aujourd'hui qu'on puisse le faire. Pourquoi on coupe le courant à d'autres personnes? C'est pas une bonne opération, on va en rediscuter. Pourquoi moi je ne paye pas mon électricité, on vient me couper, maintenant on me dit maintenant oui. Parce qu'on accumule des dizaines d'années de... Et ce n'est pas normal, pourquoi moi je suis autorisé à accumuler des dizaines d'années? On doit commencer par faire une épuration au niveau de la SB2E parce que d'ailleurs les factures ne sont pas bien faites. Des fois, il y a surfacturation. Pendant un an, vous recevez des factures qui ne correspondent en rien à votre consommation. La SB2E, nous en parlerons demain sur ce plateau. On va en parler clairement. Vous ne comprenez rien à ce qui se fait. Oui, bien sûr, on en parlera. La SB2E gruge des populations béninoises pendant que les gros monnaies consomment sans jamais payer. La concurrence et la compétence. Donc, demain sur ce plateau, nous parlerons de la SB2E parce que franchement, c'est bien de dire aux populations de payer, mais il y a beaucoup d'insuffisances également à votre niveau. Nous y reviendrons donc demain sur le débat. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour sur Free Matin. Ruth Sodeji, bonjour. Bonjour Nadège. L'horoscope du jour, dans un instant avec vous, nous parlons foot avec Largos Adjagbono, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, les commissions électorales et de recours sont officiellement installées depuis le vendredi dernier au niveau du siège de la Fédération béninoise de football du côté de Porto Novo. Effectivement Nadège, tout doucement, les acteurs du football béninois amorcent la dernière ligne droite en prélude au prochain congrès électif. Un peu plus de 2 mois après leur désignation, les membres des commissions électorales et de recours ont été installés vendredi 8 juin dernier. Leur mission est lourde et cruciale même, dans la résolution définitive des crises cycliques au sein de la famille du foot au Bénin. Il s'agit de conduire dans une impartialité absolue le processus électoral pour l'élection d'un nouveau comité exécutif. Voici la composition de ces commissions rendues publiques par Anjorin Moucharaf, président du comité consensuel transitoire du 9 avril dernier au siège de la FBF au thème de l'Assemblée générale extraordinaire. Commission électorale indépendante. Président Kanakin Dossou Kazmi. Vice-président général Guidimé Célestin. Rapporteur Oru Yoruba Robert. Membre El Farouk Soumanou. Agonkan Bertin. Premier suppléant Ojo Sourou. Deuxième suppléant Malik Biaou. Commission de recours en matière électorale. Président Ruyingbo Laurent. Vice-président Oluo Sabadi. Rapporteur Rounou Syriac. Membre Nourou Zakari Moutawakirou et Toba Brisk. Voilà les 2 commissions composées qui vont prendre en main la destinée de la gestion des élections au niveau de la RBF à compter de ce jour pour 4 ans. Sur le rectangle vert, on joue les derniers matchs de poule du tournoi de la solidarité. Ce jour, du côté du stade René Pleven, nous sommes à Cotonou. Tout à fait, Nadège. Dans le groupe A, ESAE FC rencontre Assos à 14h, tandis que l'équipe nationale des moins de 20 ans du Bénin affronte les Dragons de l'Ouémé à 16h. Il faut noter que ESAE et Dragons, co-leaders du groupe avec 4 points, sont en position favorable pour obtenir leur ticket pour le carré d'As. Dans le second groupe, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC, a validé hier son billet pour les demi-finales en dominant Soleil FC 1-0. L'autre match de ce groupe entre la jeunesse sportive de Pobet JSP et l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO a été arrêté après 19 minutes de jeu à cause des intempéries. Les 2 équipes étaient à 0-0, à 0 but partout.
avant l'arrêt du match par le juge de la partie. Les deux formations vont se retrouver tout à l'heure à midi pour continuer ce match. Je vous invite à présent à suivre les impressions de Richard Biot et du sélectionneur national adjoint des écureuils U20 à la fin du match qui les a opposés le jeudi dernier au stade René Pleven de Cotonou. Match plein de beaucoup d'intensité. Moi, j'avais un objectif, c'était de demander à mes joueurs de jouer selon une philosophie donnée, c'est-à-dire poser le ballon et le faire circuler. Je crois que sur ce plan, je suis satisfait. En face, j'avais une opposition qui était aussi de taille, qui a aussi joué, qui jouait aussi, qui posait aussi. Mais je crois que c'est sur le plan tactique qu'on a pris le dessus sur eux. Avant le match, c'était de demander à mes joueurs de saisir leur chance parce que j'ai beaucoup de joueurs, c'est des juniors aussi, certains qui sont allés et qui ont été recalés. Je dis, je vous donne une chance, il faut saisir cette chance et montrer que vous avez votre place là-bas. C'est un peu décevant. Et je dis c'est un peu décevant parce que c'est une équipe nationale. Il est bien vrai qu'aucun titulaire n'a pas joué. Une équipe doit avoir des réservistes. Parce qu'on a tenté de renforcer avec certains joueurs, mais ce n'est pas encore ça. Parce qu'on a cargaison de joueurs. Et le coach principal a décidé de les envoyer un peu pour voir ce qui peut faire l'affaire. Et si en cas de quoi un titulaire est blessé, on peut voir qui peut venir faire le jeu. Mais ce soir, on a remarqué que tous les 11 joueurs qu'on vient d'aligner là, c'est pas ça. Ils sont tous passés à côté. Il y a 8 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble, ils n'ont jamais joué en équipe nationale. Et comme les collègues, ils ont commencé par plaider les cas, il faut qu'on les envoie à l'abattoir. Voilà, le résultat est là. Et même ils sont dans la tribune, ils ont vu, parce que le football ne ment pas. Ils ont vu qu'aujourd'hui, qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire. Une équipe nationale, c'est une équipe nationale, ce n'est pas un club. C'est les meilleurs qui viennent jouer en équipe nationale. On a des collègues, parce qu'on ne peut pas tout voir. On a des collègues qui sont ailleurs, qui sont dans les périphéries du pays. Ils nous proposent des joueurs. Par exemple, vous avez vu l'avanceur qui a joué, Bala, c'est un joueur qui joue en 3e division. Il a quitté les Lions. Au moins, lui, il a pu faire quelque chose. Vous n'êtes pas à savoir ce que je suis en train de vous dire. Au moins, lui, il a un peu par rapport aux autres. C'est pas ça. C'est une équipe nationale. On ne peut pas compter. Mais déjà, tout à l'heure, on va essayer de leur dire de se reposer en même temps. Tout à fait, comme vous venez de le dire, c'est fini. Ils vont partir. Il n'y a même pas de discussion sur ça. Merci à vous, Larios Adjak Benon, c'était les sports. D'autres informations pêle-mêle? Pêle-mêle, il y a eu l'Open de Porto-Novo qui a été tenu du 8 du vendredi dernier et qui a pris fin hier dimanche 10 juin. Et il faut noter qu'il y a un étudiant de ESAE qui a remporté une médaille d'or. Nous y reviendrons donc dans la grande édition du journal à 19h sur ESAE TV. Merci à vous. L'horoscope avec Ruth Odeji. À présent, les prévisions astrales de chaque signe. Amis Bélier, les rapports de force ne sont pas pour vous. Cherchez un point d'attente, ne montez pas sur vos grands chevaux. Chez les amis taureaux, vos relations sentimentales se colorent d'une fraternité nouvelle qui peut vous rapprocher au-delà de vos expériences. Vous allez au-devant des surprises qui vous mettront le cœur en fête. Chez les Gémeaux, l'amour se fera un grand mystère. Une personne d'une culture différente de la vôtre pourra vous aider à comprendre certains aspects de votre personnalité et à vivre différemment votre affectivité. Chez les amis Cancer, un temps de reprise s'annonce. C'est le moment de faire un bilan sur ces 3 dernières semaines, notamment sur le plan commercial. Chez nos rois de la forêt, chez les amis Lion, une meilleure entente s'annonce avec vos supérieurs. C'est ainsi le moment de mettre vos décisions en œuvre. Amis Vierge, votre rayonnement vous fera éviter un risque majeur en ce jour. Il est vraiment nécessaire de prendre du temps d'étudier à fond les propositions de ce jour. Amis Balance, c'est le monde extérieur qui donne le ton de vos amours. Conjoints, enfants ou famille, mettez-vous à leur écoute. Vous aurez tout aussi à y gagner. Votre satisfaction intérieure vient de ce que vous leur donnerez. Amis Scorpions, vos ambiances sont votre meilleure motivation aujourd'hui. Chers amis, réorganisez-vous en fonction de vos vraies motivations.
Capricorne, vos penchants sensuels vous guident même sans que vous n'en ayez conscience. Évitez de contracter des promesses que vous pourriez regretter ou ne pourriez pas tenir à l'avenir et évitez de le faire à présent. Amis Verseau, vous irez à l'essentiel vers ce qui vous tient le plus au cœur. Vous pouvez simplifier votre travail tout en l'enrichissant. Amis Poissons, votre créativité est favorisée dans le domaine financier. C'est le moment favorable pour prendre des initiatives. Mesdames et messieurs, amis internautes, ainsi prend fin la prévision de ce jour. Agréable semaine à vous en compagnie de notre chaîne Esaü TV. C'est la fin de votre émission Free Matin que je vous remercie d'avoir suivi. Portez-vous bien, au revoir. À demain pour un nouveau numéro.